Bah écoutez, sans plus attendre, je vais commencer. Alors aujourd'hui, on reçoit, Témine pour nous parler des API. C'est trop cool, c'est la rentrée, de nos événements Maestrix. On a fait, une petite pause d'été là pendant, 1 mois et demi et donc c'est la grande, reprise, avec Témine. Donc c'est trop cool que vous soyez connectés avec nous, pour cette rentrée. Avant de donner la parole à Témine pour qu'il se présente, je vais faire une petite introduction juste pour rappeler où est-ce qu'on est aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on organise cet événement. Donc aujourd'hui, on est chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product management. Alors juste, excuse-moi Témine, comme je vois plus le chat, si jamais il y a quelqu'un qui dit un message qui comprend pas, n'hésite pas à me le dire à voix haute. Donc oui, Maestro, c'est l'école du product management. Qu'est-ce qu'on enseigne? On a 2 formations, une pour le métier de product manager et une pour s'initier au métier de product designer. Et en fait, comment on fonctionne, c'est qu'on a une seule pédagogie qui rejoint toutes nos formations, c'est qu'on apprend par le faire. On a 80% de pratique et 20% de théorie, parce qu'on est convaincu qu'en fait, pour apprendre, pour assimiler, pour intégrer des méthodologies, on est obligé de les pratiquer. On est obligé de galérer sur des études de cas, de se confronter à des bugs. Pour que quand vous allez devoir appliquer ces méthodes dans votre job de tous les jours, vous sachiez, vous soyez paré pour trouver les solutions. Ça, c'est la pédagogie de Maestro. Je vous ai remis les dates de nos prochaines formations si besoin. Donc, on a, comme je vous ai dit, la formation pour devenir product manager en temps plein. C'est 7 semaines intensives qui débutent le 4 octobre, donc très bientôt. On a celle qui est en part-time. Donc là, c'est en cours du soir. C'est si vous pouvez avoir votre job en même temps ou vos obligations. Et comme ça, vous vous connectez les mardis et les jeudis soirs pour suivre la formation. Et là, c'est sur 3 mois et demi. Mais c'est le même programme. Et enfin, on a la formation Product Design. Et là, c'est une initiation sur 7 semaines. Idem, c'est en cours du soir. Et ça commence le 19 octobre. Je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous. Alors normalement, vous êtes à peu près tous passés par notre groupe Meetup, donc vous faites tous partie de notre communauté des Maestrix. Et en fait, c'est là où vous allez voir tous les prochains événements qu'on organise, sachant qu'on en fait un par semaine. Vous allez forcément trouver plein de sujets qui vous intéressent et auxquels vous voulez participer. Donc n'hésitez pas à aller jeter des coups d'œil et à vous inscrire. Ensuite, vous avez la chaîne YouTube où il y a les replays de tous nos webinaires passés et où je mettrai d'ailleurs celui-ci. Et enfin, il y a le site internet pour toutes les infos sur Maestro. Maintenant que j'ai bien parlé, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat pourquoi est-ce que vous êtes inscrit à ce webinaire? Ce que vous êtes venu chercher? Est-ce que vous êtes product manager et vous utilisez des API, du coup, vous voulez mieux comprendre? Est-ce que vous n'êtes pas du tout dans le product management, mais juste cette thématique vous intéresse? Dites-nous. Et puis, si vous pouvez rajouter votre niveau de connaissance des API, ça, c'est pour que Témine puisse un peu jauger votre niveau, voilà, le niveau auquel il doit s'adapter. Donc, 0, c'est que vous n'y connaissez rien. Et 5, c'est que vous avez l'habitude et que vous en utilisez souvent. Je vous laisse mettre dans le chat, je vous laisse une petite minute. No pressure. Non. On va y aller tranquillement là. Donc on a Snot qui a déjà une connaissance de 5 sur 5. Donc il a l'habitude d'en utiliser. Il est chaud. Ouais. 0, 2. Ah, on a pas mal de reconversions. Thomas, Snod. Myriam en formation PM, bien sûr. Myriam qui a fait la formation Product Design de Maestro. Reconversion PM. Ah, prochaine session Maestro, trop cool Daphné. Génial, tu fais bien, tu fais une petite préparation avant de rejoindre le bootcamp. Ok, trop cool. Donc je vois que vous êtes à peu près tous en train de mettre votre niveau. Je vous laisse continuer d'écrire ceux qui l'ont pas encore mis et je vous fais juste un petit peu les règles de la maison, on va dire. Les Maestrix, c'est un endroit pour apprendre, pour partager. Comme vous pouvez le voir dans le chat, on a tous les niveaux, très souvent, pas que sur les sujets d'API, mais sur le product management d'une manière générale. Et du coup, l'idée, c'est de profiter au maximum de Témine, de nos invités et de Témine aujourd'hui, et d'en apprendre le plus possible de ces expériences. Et juste par rapport à Livestorm, pour ceux qui ne sont pas habitués, si vous avez une question, c'est rendez-vous dans le chat. Et de temps en temps, je vais mettre des sondages dans la fenêtre sondage. Et n'oubliez pas d'aller voter, comme ça, on peut avoir vos réponses. Et maintenant, je te laisse te présenter, Témine. Yes, merci Flavie. Donc moi c'est Témine, je suis product manager depuis un petit moment maintenant, ça fait 9 ans. Donc je suis passé par, donc je vais commencer tout en bas. Je suis passé par une agence qui s'appelle Appidium, qui a été acquise par Faber Novel.
Donc j'ai bossé sur des grosses applis à forte visibilité du type RATP et Canal+. Et après, je me suis dit que j'avais envie de bosser pour des applis qui ne sont pas celles de clients, ce qui implique une façon de fonctionner assez différente. Et donc je suis parti à Stockholm, où je suis actuellement, pour les vacances, chez Instabridge, où je suis resté quelques mois. Donc c'était ma première expérience de premier product manager et c'était assez rock'n'roll. C'était pas super bien passé. Ensuite, je suis revenu à Paris, j'ai bossé chez Balinia pendant un peu plus d'un an. J'ai rencontré des personnes très intéressantes d'un point de vue produit. On avait une belle équipe. La boîte était un peu en difficulté. Et ensuite, je suis arrivé chez Fly en tant que premier PM, Head of Product. Voilà, où je suis resté pendant 3 ans. On a eu une belle accélération, une levée de fonds de 10 millions jusqu'à ce qu'il y ait un Covid qui ralentisse vachement l'activité. Et du coup, en fait, c'est en particulier dans cette boîte où je me suis vachement frotté aux API, beaucoup plus que dans mes expériences précédentes. Sachant que chez Appidium, on avait quand même construit un certain nombre d'API justement pour alimenter des applications mobiles. Mais voilà, donc là, du coup, c'était vraiment d'un point de vue consommateur pur, quoi. Voilà, et du coup, j'ai aussi créé avec 2 autres PN une communauté qui s'appelle Y, qui est donc la communauté des product managers engagés qui veulent donner de leur temps sur des projets impact. En parallèle, donc, je suis freelance en product management et je bosse avec une boîte qui s'appelle Explora Project, qui est basée à Annecy. Et donc, on fait des aventures sportives durables. Voilà pour cette intro. Et alors, du coup, pour la suite, on enchaîne, s'il te plaît, Flavie. Yes. Alors, du coup, ouais, donc, je voulais pas rentrer dans l'art directement. Je voulais qu'on prenne un peu le temps de mettre un peu les mots sur ce que c'est une API, faire des analogies, donner des exemples, montrer un peu l'impact côté business. Et ensuite, on va discuter du coup de consommer une API, utiliser des outils, etc. Et en gros, en fait, cette réflexion sur les 2 premiers points, excuse-moi, juste avant d'attaquer direct, sur ces 2 premiers points, en gros, en fait, j'ai préparé un cours pour donc des étudiants en M2 sur les API. Donc, c'est des étudiants qui sont pas du tout tech ou business, ils sont en école de communication. Et donc, ça m'a forcé à prendre vachement de recul par rapport à ce que c'est une API, parce qu'en fait, j'en ai utilisé pendant un petit moment pour le travail, mais sans vraiment juste réfléchir à ce que c'était et quel impact ça pouvait avoir. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager dans un premier temps. C'est parti pour la première analogie. Donc du coup, API, c'est Application Programming Interface. Donc si ça vous parle pas comme ça, en gros, en fait, l'analogie que j'ai retenue ici, c'est celle du menu dans un restaurant. Donc en gros, vous êtes un client. De l'autre côté, donc il y a un cuisinier, un chef. Et en gros, ce que vous avez comme interface pour communiquer, c'est un menu. Donc lui, il vous dit, ben voilà, j'ai tel plat que vous pouvez choisir, donc ça va vous coûter tant et il y a ça dedans. Et donc vous donnez le nom du plat et lui, il sait exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Alors que du coup, si vous débarquez devant un chef et que vous lui demandez quelque chose, en fait, potentiellement, il ne sait pas ce que vous voulez, il ne comprend pas, etc. Ben, c'est un peu pareil avec les API, du coup. En gros, en fait, la différence, c'est que donc, c'est des ordinateurs qui communiquent entre eux. Et donc, ils ont besoin d'instructions précises parce que c'est des machines. Et du coup, on passe par une API pour du coup que la machine 1 dise à la machine 2, j'aimerais avoir ça, est-ce que tu peux me le donner? Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, la deuxième analogie, un peu différente par rapport aux API, donc c'est les constructeurs de voitures. Donc hier, en gros, vous aviez donc des constructeurs qui faisaient de l'artisanat. Donc c'était vraiment faire sur mesure. C'est un design qui est personnalisé pour chaque élément de la voiture. C'est pas très modulaire, donc si vous achetez une Ford, vous ne pouviez pas utiliser des éléments pour une autre marque de voiture. Et surtout, les process n'étaient pas standardisés. Donc ça veut dire que globalement, c'est difficile de scaler. Du coup, vous ne pouvez pas acheter une voiture et ensuite espérer acheter des pièces de rechange ailleurs. Et aujourd'hui, du coup, donc un constructeur de voiture, c'est un intégrateur de système. Donc en gros, il a des espèces de briques de Lego
Et donc, il va se dire, ah bah tiens, pour le volant, je veux ça, pour la boîte de vitesse, je veux ça, pour les pneus, je veux ça, etc. Voilà, donc en fait, une voiture, c'est un sous-système avec des éléments qui sont conçus séparément et réutilisés dans plusieurs voitures. Donc, c'est le cas pour ceux qui connaissent un petit peu l'industrie automobile. Donc, les process sont hyper standardisés, et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'interchangeabilité. Enfin, donc, en fait, les API, ça permet la même chose. En gros, vous passez d'artisanat, donc vous avez des devs chez vous et vous bossez sur vos features. Donc, vous faites un CRM, vous faites un module de réservation, vous faites, j'en sais rien, un calendrier. Et ensuite, vous êtes content, mais sauf qu'en fait, le jour où vous voulez changer, il faut potentiellement tout refaire. Alors que là, du coup, avec des API, donc vous envisagez vos produits comme un système que vous allez diviser en sous-systèmes. Et ensuite, vous vous dites, pour le CRM, je vais regarder un peu ce qu'il y a. Ah bah tiens, Pipedrive, ça a l'air pas mal, je le prends. Pour le calendrier, j'appairais ce truc-là, et donc je le prends, etc. Voilà, donc c'est une façon vachement plus modulaire d'envisager son produit. Voilà pour l'analogie. Alors, du coup, je voulais vous donner aussi des exemples d'API. Donc, chez Oceanfly, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, donc ça, c'est le parcours de lead pour devenir ensuite client. Donc, du moment où il arrive sur le site internet jusqu'au moment où, pour ceux qui ne connaissent pas Oceanfly, excuse-moi, je suis allé un peu vite. Conciergerie Airbnb, donc en gros, vous voulez partir en vacances sans vous soucier de comment ça va se passer pour la location, pour les clés, pour le ménage, etc. Et donc, Sunfly, c'est une entreprise qui permet de gérer ça. Du coup, ce que vous avez envie de faire, c'est de prendre connaissance de l'offre, de signer un contrat, ensuite de savoir comment ça va se passer pour donner vos clés, pardon, et ensuite tout le process de communication avec les voyageurs, etc., jusqu'à votre retour. Et donc là-dedans, j'ai identifié avec des petits emojis là où on a utilisé des API. Le premier, évidemment, c'est pour l'estimation Oceanfly, on a utilisé une API qui va en fait choper des informations de Airbnb pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour faire des estimations. Le téléphone, c'est pour la prise de rendez-vous téléphonique. Ensuite, vous avez votre espace client, vous allez recevoir des emails, potentiellement des SMS, vous allez recevoir des automations. Pour tout ça, en fait, on a utilisé des services externes à Oceanfly qu'on a intégrés. La signature de contrat, au début, c'était un PDF qu'on générait, qu'on envoyait par email, qui nous renvoyait, qu'ils imprimaient potentiellement, qui scannait, qui renvoyait signé. Et du coup, là, on est passé à un système de signature électronique. Et du coup, le process, c'est juste, on génère un lien, la personne reçoit le lien, elle le signe électroniquement, et ça y est, c'est parti. Donc là-dessus, on a gagné vachement de temps sur la signature de contrat. Ensuite, il y a la partie mise en ligne de l'annonce. Et donc pour ça, on utilise l'API d'Airbnb, qui est une API privée, je reviendrai dessus après, pour du coup faire la mise en ligne de l'appartement avec toutes les informations sans qu'on ait besoin de retaper plein d'informations. Potentiellement le paiement. Et du coup, pour les clés, on utilise une API de service qui en fait propose des casiers, par exemple, chez Franprix. Voilà, donc vous allez dans un casier, vous déposez votre clé, on vous a fourni un code avant. Et en fait, pour ça, on a généré tout ça via leur API. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples de plein de services qu'on a pu implémenter et qu'on n'a pas eu à faire à la main. Et pour l'anecdote, du coup, en fait, quand je suis arrivé, on a bossé sur une espèce de petit CRM pour les sales. Et en fait, on a passé vachement de temps dessus et c'était pas du tout là où on avait de la valeur ajoutée. Et du coup, plutôt que de faire ça, en fait, on aurait juste dû implémenter une API de CRM, ce qu'on a fini par faire un peu plus tard. Alors, l'API de Airbnb, elle est ni payante ni open source, parce que c'est une API privée. Merci pour la question, ça me permet d'expliquer ça. Donc, en gros, vous avez des API qui sont publiques. Donc, typiquement, vous tapez API sur Google et potentiellement, vous allez tomber sur un site qui va vous donner la documentation de l'API. Et ça, c'est potentiellement une API publique. Vous pouvez obtenir une clé et du coup vous en servir. Le fait que ce soit public, ça ne veut pas forcément dire que c'est gratuit.
Typiquement, l'API de Google Maps, elle est payante. Mais du coup, la documentation est accessible librement. Ensuite, vous avez donc des API privées, comme celle de Airbnb. Donc, c'est en gros sous la forme d'un partenariat. Vous signez un contrat et ensuite, eux, ils vous donnent accès à une API. Donc, ils vont monitorer votre usage pour potentiellement vérifier qu'il n'y a pas d'abus d'utilisation. Et un dernier cas, du coup, c'est les API internes. Et typiquement, je sais pas moi, un client comme Canal+, a une API interne. Et donc, on va consommer l'API avec les applications iOS, Android, mais pourquoi pas aussi le site web. Voilà. Donc ça, c'est les 3 différentes typologies d'API qui existent. Et du coup, j'ai une petite question. Chez OS Fly, toi, ton rôle, du coup, c'était de trouver les API pertinentes, de faire les contrats, par exemple, pour les privés comme Airbnb, et de les mettre en place. C'était quoi ton rôle de PM? Euh, En gros, en fait, je dirais qu'avant de considérer les API, tu as juste la considération en termes d'expérience que tu veux donner à tes utilisateurs. Donc, que ce soit des utilisateurs internes, ce qui a été vachement le cas donc pour la partie sales et opérations. Donc, quand je pense sales, je pense aux emails, aux SMS, aux automations. Et quand je pense aux opérations, ça va être vachement sur la partie clé, Airbnb, etc. Et du coup, donc, en fonction de ça, tu regardes, en fait, tu as plusieurs options et tu te dis, bon, bah, est-ce que c'est un truc qu'on va faire in-house? Est-ce que c'est un truc qu'on va essayer de chercher ailleurs parce que c'est pas quelque chose sur lequel on est censé être super fort et avoir de la valeur ajoutée? Voilà, et du coup, en fait, en fonction de ça, tu te dis, bon, ben là, je pense que ça vaut le coup d'utiliser telle ou telle solution, quoi. Ok. Et Yes. c'est à toi de les manipuler. Et alors, du coup, ça dépend. Dans notre cas, j'ai passé pas mal de temps à regarder les documentations d'API et les tester. Mm. Parce que du coup, j'étais en avance de phase par rapport aux devs qui bossaient sur des grosses features. Donc, je pouvais préparer le terrain. Après, ça dépend complètement de l'organisation, hein. Ça peut être potentiellement aussi le lead dev qui prend du temps pour travailler dessus, quoi. Ok. Mais l'idée, de toute façon, c'est toujours de se dire, est-ce que ben, ça me permet de manipuler les objets que je veux, est-ce que j'ai accès aux données dont j'ai besoin, et voilà, quoi. Ok. Tac. Est-ce que je peux fermer le PowerPoint, il me semble? Ouais, C'est, carrément. c'est good. Et donc, vous avez des idées d'API, vous pouvez les écrire dans le chat, comme on pourra rebondir dessus. Je pense que c'est intéressant de voir aussi ce que vous avez en tête en termes d'API. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qu'il y a des choses qui vous semblent acquises, communes ou pas, quoi. Et alors, ouais, donc du coup, je vais enchaîner avec la partie business, maintenant qu'on a fait le tour de ce que c'est les API. Donc en gros, en fait, ça a été vachement popularisé à partir de début 2000 avec les API web. En réalité, donc Application Programming Interface, ça existe depuis quasiment le début de l'informatique, parce que du coup, en fait, au début, il y avait des ordinateurs qui se parlaient pas entre eux, qui étaient faits par des constructeurs différents, et il y en avait énormément des constructeurs à l'époque. Et du coup, enfin, pour les faire communiquer, ils avaient besoin d'API. Donc ça vous rappelle peut-être quelque chose par rapport à mon analogie sur les voitures. Mais voilà, donc à partir de début 2000, c'était vraiment une explosion des API web. Et donc ça a permis du coup l'émergence de pas mal de nouveaux produits qu'on n'imaginait pas forcément avant. Et ensuite, il y a eu un deuxième déclencheur qui a été la sortie des smartphones, enfin en particulier donc de l'iPhone et d'Android dans la foulée. Et donc ça, en fait, c'est des gros consommateurs d'API, les applications mobiles. Et donc, ce qui a permis, du coup, ensuite, un gros décollage du nombre d'API. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a un compte du nombre d'API publics et c'est de l'ordre de quelque chose de l'ordre de, je sais pas, 200 000, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment énorme. Il y a les très grosses qu'on connaît tous. Et après, il y en a des vachement plus confidentielles, mais voilà, donc qui ont le mérite d'exister. Alors, du coup, ok, donc là, il n'y a pas de questions ou de remarques sur les API que vous connaissez. Alors, est-ce que c'est possible de parler un peu d'API dans le processing du paiement? On va peut-être en parler un petit peu et rester soap. Aurélie, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question.
J'ai une vague idée de ce que ça peut être, mais pour être très honnête, j'ai utilisé que des API REST. Et du coup, je pense que tu as plus intérêt à discuter avec un dev de ça. D'ailleurs, il y a des devs en reconversion PM dans le chat, donc, qui pourront sûrement y répondre. Et Euh, du coup, juste pour les personnes qui connaissent pas trop, tu peux nous dire ce que c'est une API REST? Et SOAP, du coup, peut-être pas la différence, mais alors, pour REST, je ne sais pas ce que c'est exactement l'acronyme, mais grosso modo, en fait, c'est la façon de fonctionner de l'API. d'accord. Et du coup, donc, corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Mais du coup, donc, c'est une structuration de la communication. Du coup, on va utiliser des méthodes donc, qui sont par exemple get, put, delete, post. Et donc ça, en gros, c'est bon. Si vous parlez anglais, tout va bien. Hein, donc vous voulez obtenir une donnée, vous voulez créer quelque chose de nouveau, vous voulez mettre à jour quelque chose, ou alors vous voulez supprimer une information. Yes, Alors, donc du coup, je voulais donner quelques exemples business d'API. Donc, je vous disais, donc à partir de 2000, il y a une boîte qui marchait pas mal à ce moment-là, c'était eBay. Et donc eBay, en gros, le problème qu'ils rencontraient, c'est qu'il y avait des gens qui en fait faisaient du reverse engineering pour créer du coup des sites d'annonces et donc les intégrer ensuite sur leur propre site. Et en fait, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment du monde qui commençait à faire ça. Et donc, ils se sont dit, bon, plutôt que ce soit reverse engineering, on va faire quelque chose d'officiel, on va créer notre API, on va la mettre à disposition et on va faire en sorte que du coup, il y a un maximum de boutiques eBay qui soient créées et donc de transactions qui soient faites sur la plateforme, ce qui a été une grosse autoroute pour eBay pour faire plus de business, quoi. Google Maps, donc ils avaient sorti leur première version bêta, comme tous les produits Google. Et donc ça a été hyper populaire chez les développeurs. Et du coup, donc très rapidement, pareil, il y a des gens qui commencent à faire du reverse engineering, pouvoir l'intégrer sur leur site, utiliser des méthodes pour pouvoir calculer un temps de trajet, etc. Et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, Google, c'est qu'ils ont discuté avec une des personnes qui faisait le plus de bidouilles avec Google Maps pour pouvoir créer leur première API et ensuite itérer dessus. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment une demande assez forte de hackers de la communauté qui a poussé Google à sortir très très rapidement une API pour Google Maps. Ensuite, un peu plus tard, en 2000, Amazon, entreprise que vous connaissez bien, qui a pour but d'avoir tout à disposition sur leur site et que vous pouvez ensuite recevoir en assez peu de temps. Et donc, en fait, ils ont créé le business qui porte l'entreprise aujourd'hui, qui est AWS, Amazon Web Services. Et donc, en fait, à la base, ils ont commencé juste avec 2 API. Ils n'avaient même pas de site web propre pour présenter leur offre et tout. C'était juste ce qui s'appelle des endpoints. Et un truc qui vous explique comment ça fonctionne et combien ça va coûter. Et c'est tout. Et c'était le cas pendant, je crois, à peu près 1 an. Pendant lequel, du coup, il y avait ces services qui marchaient super bien, qui ont été hyper plébiscités. Ils n'ont même pas eu besoin de faire de promo dessus. Et voilà. Et en fait, tout ça, c'est parti du constat qu'eux, ils avaient plein d'infrastructures qui étaient super solides, mais qu'en fait, ils s'en servaient que assez rarement, parce que du coup, en fait, ils ont besoin de supporter des charges, mais le reste du temps, ça se passe bien. Et donc, comment ils pouvaient mutualiser cette charge-là. Et donc, c'est comme ça qu'ils en sont venus à se dire, en fait, on pourrait mettre ça à disposition de développeurs. Et comme ça, donc, nous, ça nous permet de mieux rentabiliser notre matériel et créer un nouveau business, quoi. Et le dernier dont je voulais parler, donc, c'est Foursquare, qui est une entreprise américaine qui, à la base, permettait de faire des check-in, qui ensuite est devenu un guide local. Donc, je sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui utilisez des services équivalents. J'ai complètement oublié les noms des concurrents, mais
En gros, vous arrivez dans une ville et vous cherchez un restaurant japonais et tac, vous allez trouver des recommandations d'autres personnes. Donc voilà, donc je pense TripAdvisor par exemple. Et du coup, en fait, eux, ils ont identifié à un moment que donc ils construisaient des données hyper intéressantes grâce aux géolocalisations de tout le monde. Et en fait, ces géolocalisations-là, elles étaient hyper précieuses, ils s'en rendaient pas compte du tout. Et il y a un moment où ils se sont dit, ah, mais tiens, on pourrait mettre à disposition une API pour des gens qui sont intéressés par ce genre de données. Énorme succès. Et aujourd'hui, c'est une API qui est utilisée dans Snapchat, Instagram, dans Citymapper, etc. Et donc qui permet de faire le lien entre la valeur ajoutée de Foursquare, qui est donc de lier une adresse avec une géolocalisation et donc le type d'activité, etc. Et voilà, donc maintenant c'est le cœur de leur business, ces API, quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça peut être hyper intéressant pour des entreprises pour valoriser leur expertise, leur savoir-faire, la mettre à disposition à d'autres personnes qui sont prêtes à payer pour ça. Et alors, les entreprises, quel intérêt elles ont de proposer une API? Donc, dans le cas de Airbnb avec Austinfly, clairement, c'était de pouvoir scaler sur la création d'annonces, notamment dans des marchés qui sont hyper rentables pour eux, du type Paris et autres capitales européennes, donc, qui sont massives au niveau tourisme, au niveau mondial. Ça peut être donc, comme on a pu en parler pour eBay ou Amazon, juste de faire encore plus de business, donc potentiellement créer une nouvelle ligne de business. Et donc, dans le cas de Foursquare, c'était juste de passer de pas trop de business model et on lève des fonds à, tiens, on a un business model qui marche hyper bien et qui nous permet d'entrer pas mal d'argent, quoi. Et donc, l'autre truc sur lequel je voulais finir par rapport à la partie business, c'est donc un point que j'ai abordé tout à l'heure. Mais donc, quand vous réfléchissez à une feature ou que vous avez besoin de quelque chose, d'implémenter quelque chose, en fait, prenez un peu de recul et dites-vous, en fait, est-ce que ça existe ailleurs? Est-ce que il y a une possibilité d'intégrer quelque chose d'externe? Si oui, en fait, potentiellement, ça peut vous faire gagner pas mal de temps parce que du coup, ça veut dire que en fait, la roue a déjà été inventée ailleurs. Ça vous évite de vous taper pas mal de bugs et du coup, ça vous fait gagner du temps sur la roadmap, quoi. Alors, par contre, le seul défaut de ça, c'est que du coup, grosso modo, ça veut dire que sur cette partie-là, c'est pas critique pour votre business et vous allez bien vous en sortir si du coup vous avez vraiment zéro contrôle sur la roadmap. Parce que du coup, ça veut dire que ça se trouve pour l'entreprise, en fait, ils l'ont mis à dispo pour, je sais pas moi, pour se faire connaître ou j'en sais rien. Mais du coup, en fait, s'ils décident de pas trop maintenir cette API-là, potentiellement vous l'avez dans. Donc, il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit interchangeable. On parlait de modularité tout à l'heure. Et que vous puissiez remplacer par une autre brique si jamais, en fait, ça vous convient plus, quoi. Et on a une question par rapport du coup à quand on n'est pas du côté du consommateur d'API, mais qu'on crée une API. Est-ce que, alors c'est une question un peu méta, mais est-ce qu'on peut utiliser une autre API qui nous aide à créer une nouvelle API? L'API dans l'API. Alors là, c'est vraiment méta. Je pense pas qu'on parle d'API pour créer une API. Je pense qu'on va plutôt parler de framework. Grosso modo, en fait, en fonction de la techno que vous utilisez, moi j'ai toujours bossé dans des boîtes qui font du Ruby. Et du coup, en fait, c'est sûr qu'il y a des frameworks qui existent pour vous aider à créer des API qui sont hyper standardisés, notamment REST, qui vont être propres et du coup sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour créer ensuite, pour exposer vos objets et les méthodes associées, quoi. Ok. Et alors, comment créer ouais, non, ok, c'est bon, Excusez. cette question-là, du coup. Et juste du coup, parce qu'on n'a pas forcément mentionné d'exemple pour la précédente question, si des exemples d'API dans le processing du paiement, Ouais. est-ce que éventuellement t'en as quelques-uns à mentionner? En fait, je suis pas certain de bien comprendre de quoi on parle. Est-ce que, par exemple, si on parle de Stripe, c'est ce genre de truc dont on parle?
Étant donné que Stripe, c'est un des plus gros acteurs du processing de paiement. D'accord. Ouais, Stripe, voilà. PayPal, ok. Ouais, bah du coup, ouais, dis-moi si je ne réponds pas à la question. Ah Et oui, voilà, oui, donc, non, t'inquiète. Pardon. yes, donc voilà pour la partie business. Et du coup, là, je voulais vous parler du coup très rapidement. Je pense que là, de toute façon, on va pas faire de cours sur comment on consomme une API, quels sont les outils, comment on les utilise, etc. Là, c'est juste pour survoler. Du coup, donc, j'ai partagé quelques liens à Flavie pour qu'elle vous les montre. Donc, le premier, c'est la documentation d'API de Pipedrive, donc, qui est un CRM. Et je trouve que c'est relativement propre. Donc, ça vous montre un exemple de à quoi ressemble une API qui est plutôt agréable à utiliser et comprendre. Alors, normalement, vous voyez mon écran. C'est Yes, celle-ci, all Pipedrive. good. Yes. Voilà, donc là, vous voyez à gauche, vous avez donc une espèce d'index avec donc les objets. Donc là, c'est les deals et donc les méthodes qui sont associées. Donc les offres. Donc concrètement, c'est il y a une personne qui est intéressée. Bon ben, qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va pouvoir obtenir toutes les offres, on va pouvoir en chercher, on va pouvoir en trouver par nom, etc. Donc voilà, vous avez vraiment plein de méthodes. Et donc là, vous voyez, vous avez une petite explication. Si tu peux juste remonter un tout petit peu. Yes. Donc, explication hyper rapide de ce à quoi sert donc, ce point d'API. Donc là, vous voyez que get, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc obtenir une information. Donc là, en l'occurrence, vous voulez chercher tous les deals. Voilà, donc il vous explique là. Et donc tous les paramètres de requête que vous pouvez passer, sachant que donc il y en a qui sont obligatoires et d'autres qui sont optionnels. Et donc ils vous disent, du coup, bon voilà, vous allez dire par exemple terme, et donc ça doit être un string qui doit donc contenir le terme que vous voulez chercher. Et ensuite, par exemple, vous voulez un exact match, et ben vous allez donc envoyer un booléen qui doit être donc true ou false. Et donc tout ça, en fait, c'est vraiment le menu, si je reprends l'analogie que j'ai utilisée, qui permet donc de programmer ce que votre machine doit demander à l'autre machine, celle de Pipedrive. Voilà. Deuxième exemple que je voulais montrer, c'était une API qui est beaucoup moins propre, que j'utilise en ce moment, parce que du coup, j'en ai besoin chez Explora Project. Donc, en gros, c'est pour un SaaS pour du coup gérer du matériel. Et notamment, nous, on va faire de la location. Donc, voilà, gérer du matériel, là, en l'occurrence de sport. Et donc là, vous voyez donc un index à droite qui est ce qui est. Donc là, tout ça, c'est une page avec toute la doc d'API. Du coup, donc, il vous donne en intro comment ça marche, machin. Donc, globalement, en fait, ce qui vous disent là-dedans, c'est que vous devez être logué pour utiliser l'API. Donc, il faut générer ce qui s'appelle une clé d'API, donc qui est un identifiant. Et ensuite, donc, il vous donne plein de constantes. Voilà, on va scroller un petit peu pour aller jusqu'à une méthode. Voilà, donc là, c'est plein de blabla. Et donc là, du coup, ils vous disent, par exemple, pour créer une commande, voilà ce qu'il faut faire. Donc là, vous voyez, en fait, ça, vous le mettez dans le terminal, ça fonctionne. Mais en vrai, bon, c'est beaucoup moins simple à comprendre et à utiliser, quoi. Mais du coup, ça fonctionne. Vous filez ça à un dev, il va s'en sortir, mais c'est juste que c'est vachement moins agréable à utiliser. Dernier exemple que je voulais montrer, c'était donc une API donc qui est proposée par le gouvernement, enfin par le gouvernement, par l'État, qui est une API adresse, qui globalement vous permet de faire ce que vous faites sur Google Maps. Hein. Donc vous cherchez un endroit, il va vous montrer quelque chose, donc un point sur une carte, et l'inverse, donc vous avez des coordonnées latitude, longitude, et il va vous donner une adresse. Voilà, donc là vous voyez que c'est une API qui est plutôt sympa. Bon, elle est hyper simple, hein, mais du coup, donc c'est hyper bien expliqué. Il vous donne plein d'informations, plein d'exemples, et tout en bas de la page, du coup, vous avez un encart sur lequel vous pouvez tester en live l'API. C'est Ah là. voilà, juste là, exactement. Donc là, vous voyez, par exemple, vous pouvez soit faire donc une requête curl dans ce bloc-là, soit en dessous. Donc essayez-moi. Et donc là, c'est la version j'ai envie de dire human friendly. Donc là, vous pouvez saisir une adresse et du coup, il va vous donner en haut ce que renverrait l'API à la machine. Voilà, donc ça, c'est des types de documentation qui sont plus ou moins human friendly, qui permettent d'utiliser plus ou moins simplement l'API.
Voilà, donc ça, c'est pour vous mettre un peu dans les chaussons du développeur. Et voilà, donc pour vous montrer que des fois, il y a des API qui sont vraiment dégueux et qui donnent pas envie d'utiliser, et d'autres qui sont vachement plus sympas. Et du coup, c'est vachement plus agréable à implémenter, quoi. Et on a beaucoup de questions sur cette partie-là. Est-ce que c'est le Ouais, développeur ou est-ce que c'était toi qui faisais yes. cette mise en place? Donc du coup là, par exemple, il y a Aurélie qui demande ton rôle, toi, en tant que PM dans la création Ouais. d'usage API, de l'usage API. Alors, la seule fois où j'étais confronté à la création d'API en tant que PM, c'était donc quand je bossais chez Applijam. On bossait pour Canal+. Et là, en l'occurrence, en fait, moi, j'ai pas grand-chose à raconter sur cette partie. Les devs avaient largement la connaissance en fait de ce qu'il fallait faire. Donc, en gros, en fait, la façon de fonctionner, c'est qu'on avait nos maquettes. On disait, bah voilà, on a envie d'afficher telles informations sur tels écrans, etc. Et ensuite, en fait, c'est les devs qui disent, bah ouais, du coup, en fait, l'API, il faudrait qu'elle ressemble à ça, qu'on manipule tels objets et que du coup, on renvoie ça de cette façon-là pour que ce soit donc REST, donc ça correspond à une certaine façon de fonctionner. Et voilà. Et en fait, moi, finalement, j'écrivais pas spécialement de spec. Donc, vraiment, hein, encore une fois, c'est on bosse sur des maquettes. Ensuite, on se dit, bon, on pense qu'on va manipuler tels objets. Potentiellement, je pouvais donner mon avis, mais ça s'arrêtait là. Et sur l'usage d'API, du coup, comme je le disais, donc chez Oceanfly, j'essaie au maximum d'identifier des API qui sont plutôt bien foutues pour ensuite en tester quelques-unes très rapidement pour vérifier que je peux faire ce que je veux. Et voilà. Et ensuite, globalement, en fait, c'est quand même les devs qui font le gros du travail à ce moment-là. Moi, je pense vraiment que en tant que PM, euh, le rôle, c'est surtout de vérifier que on peut bien faire ce qu'on veut pour créer l'expérience qu'on veut. Donc, on manipule les objets qu'on veut et que ça expose les données dont on a besoin. Et du coup, par rapport à ça, ça veut dire qu'une fois qu'elle a été mise en place, il y a un travail de suivi, de test, peut-être de tester les utilisateurs, comment est-ce qu'ils s'en servent. Ça, du coup, tu reprends la relève et tu fais un suivi un peu sur le long terme de l'API. De toute façon, en fait, après, tu vas tester ta feature. Donc, Tu vas voir. juste un simple test, tu vois, tu prends ton interface et tu fais clic, clic, clic. Et du coup, si ça fonctionne pas comme tu veux, tu discutes avec le dev à ce moment-là, quoi. D'accord. Et alors, la connaissance de la doc d'API, moi, je pense qu'elle est plutôt côté dev, en vrai. Je pense que c'est cool quand même d'avoir un peu parcouru pour, donc encore une fois, hein, discuter de la partie méthode, objet, données qui sont manipulées. Et c'est cool aussi de se tenir au courant quand il y a des API qui changent, notamment quand il y a des améliorations, des nouvelles méthodes qui peuvent être intéressantes pour ton business et qui n'étaient pas forcément disponibles avant, quoi. Voilà. Et est-ce que j'étais bloqué sur une problématique API dans mon rôle? Je pense pas. Non, je pense pas. Après, pour quelqu'un qui est pas, alors, j'en ai pas parlé, mais j'ai un background d'ingénieur en computer science, donc ça aide un petit peu. En Tu triches. réalité, ouais, je triche un peu, mais en réalité, franchement, faut pas trop se faire de billes, hein. Grosso modo, en fait, c'est un menu, donc encore une fois, hein, je vous fais la comparaison, mais c'est pas super compliqué. Vous regardez les méthodes, normalement, c'est assez parlant. Elles vous disent, je veux obtenir telle information ou je veux créer tel objet, quoi. Pas trop compliqué a priori. Par contre, après, rentrer dans le détail et tout, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, franchement, c'est pas grave. Les devs savent très bien faire. Et voilà. Par contre, savoir du coup discuter avec les devs des méthodes, de ce qu'elles font, de ce qu'elles ne peuvent pas faire, là, c'est intéressant. Voilà, voilà. Et alors, du coup, tac, tac, tac. Les PM doivent apporter la vision long terme aux développeurs. Non, je suis complètement d'accord avec toi, Fabien. Comment se fait le choix de l'API? Franchement, là, si toi, en tant que PM, tu n'as pas les compétences, tu vas avec le dev et vous faites le choix ensemble, ou alors il fait le choix tout seul. Franchement, je pense que c'est pas super grave, hein. Voilà. Et alors, ouais, du coup, comme le dit Ludo, exactement, donc il y a des swaggers. C'est vraiment trop, trop bien quand il y a ça en place parce que ça vous permet de tester hyper rapidement une API, donc quelques points en particulier. Voilà, donc vous rentrez votre clé d'authentification dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc, c'est un identifiant. Et du coup, ça vous permet ensuite de manipuler l'API directement depuis une espèce de documentation. C'est vraiment trop, trop bien. Voilà. Et du coup, la facturation d'une API, ça dépend. Franchement, ça dépend. Dans le cadre de Google Maps, il y a un plan qui est de l'ordre de, je sais pas, tu payes un certain frais par mois. Et ensuite, au-delà de, quand tu dépasses le nombre d'appels, du coup, tu vas payer sur une certaine tranche. Et du coup, c'est des volumes qui sont assez élevés. Hein, donc, c'est de l'ordre de, je sais pas, 10 000, 100 000 appels. Mais en fait, ça va hyper vite. Euh, Quand tu as un service B2C, par exemple, quand tu es City Mapper, là, tu fais plein, plein, plein d'appels d'API. Et alors, pour l'anecdote, du coup, Google Maps, c'est une API qui est super populaire, qui était super pas chère. Donc, ça a été implémenté partout. Et il y a quelques années, ils ont décidé, dans l'espace de 2 mois, de dire, du coup, notre API, maintenant, elle va complètement changer de pricing. Et en fait, quand tu fais les calculs, globalement, c'était x5, x10 sur les prix en fonction de ton usage. Donc, tu as pas mal de collectivités, donc des mairies, etc., qui se sont retrouvées un petit peu embarrassées. Mais voilà, donc c'est anecdote aussi sur la modularité, la possibilité de remplacer du coup ce que tu as APIsé, quoi. Qu'il faut pas en Euh, dépendre. yes, ouais, ouais, carrément. Du coup, ouais, et juste d'autres outils dont je voulais parler. Donc Swagger, c'est super cool quand vous avez une documentation d'API à faire et donc que vous voulez mettre à disposition. C'est super cool quand vous êtes consommateur d'API d'avoir un Swagger. Et du coup, en fait, pour consommer, du coup, bon, il y a un truc qui est super populaire qui s'appelle Postman. Donc ça s'écrit comme ça. Donc ça, c'est super cool pour avoir votre petit bac à sable. Tester notamment dans des environnements de staging des API tierces. Voilà, pour pouvoir jouer un petit peu avec, vérifier que du coup les méthodes fonctionnent bien comme attendu et que vous pouvez récupérer telle information. Et, euh, et après, je pense qu'il y a un autre truc qui est assez cool. Et là, du coup, en fait, on commence à basculer dans la partie plus no-code. Parce que du coup, pour ceux qui sont pas super familiers avec le no-code, grosso modo, en fait, la raison pour laquelle ça a pu se construire tout ça, c'est un niveau d'abstraction au-delà du code, c'est grâce à des API, hein, tout simplement. Parce que du coup, vous avez plein de services qui mettent à dispo une API. Et du coup, des acteurs comme, je sais pas moi, moi je pensais à Integromat, mais beaucoup plus simple, il y a Zapier. Et du coup, en fait, eux, ils utilisent des API, donc Google Doc, le truc de sondage dont j'ai oublié le nom, Typeform, etc. Et du coup, ils vont vous dire, étape 1 fait ça, étape 2 fait ça, etc. Et du coup, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des API. Et vous, en fait, en quelques clics, vous avez pu, avec un niveau d'abstraction, mais utiliser des API. Et voilà. Et donc, du coup, voilà, pour l'anecdote, moi, j'utilisais Integromat pour pouvoir importer des données dans EasyRentApp, donc le software dont j'ai montré la documentation. Et en fait, c'était super galère d'importer ces données parce que du coup, il n'y avait rien dans l'interface qui permettait de le faire. J'ai discuté avec le support, ils m'ont dit ah ouais, faut que je vois avec les développeurs et tout machin, ça mettait super longtemps. Du coup, en fait, j'ai juste regardé leur doc d'API, j'ai pris Integromat, j'ai fait quelques tests, ça m'a pris, bon, c'était clairement pas aussi rapide que de le faire via une interface. Du coup, en fait, j'ai vraiment pu le faire en l'espace de 30 minutes. Alors que du coup, la discussion et les allers-retours avec le support et les devs, franchement, c'était infernal, ça mettait des semaines, quoi. Voilà. Et alors, du coup, des questions. Ouais, on en avait une de Vincent. Si tu as des conseils à partager pour réduire ou optimiser le nombre d'API calls et du cache, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça, c'est une question classique pour les devs. Euh, En fait, ouais, potentiellement, en fait, si vous n'avez pas besoin que l'information soit fraîche tout le temps, ouais, vous faites du cache, quoi. Mais bon, Et ça, encore une c'est fois. quoi du cache peut-être pour... Ah ouais, le cache, en gros, en fait, c'est une mémoire tampon dans laquelle Ouais. tu vas stocker des informations dont tu vas avoir besoin pendant un certain temps. Et du coup, plutôt que de faire plein d'appels,
Tu dis, bon, en fait, je le stocke ici et du coup, quand je fais un appel, en fait, je vais chercher dans le cache plutôt que de chercher ailleurs, quoi. Ok. Et voilà, en fait, ça dépend vraiment de la fraîcheur dont tu as besoin, quoi. Bon, ça, je pense que c'est un truc à voir avec les devs, hein. En vrai, c'est pas trop une décision PM. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un API où tu n'as pas besoin de faire des calls réguliers? Je m'en rends pas. Ouais, ben, en gros, en fait, si tu prends un service où tu sais que tu vas régulièrement faire des appels qui sont vraiment toujours les mêmes. Du coup, là, tu te dis, bon, ouais, je peux faire un peu de cash. Alors que du coup, si c'est toujours des trucs différents, Ok. bah, là, ça vaut pas le coup. Exemple, euh, donc je reprends l'API de l'État dont on a Mm. parlé tout à l'heure sur l'adresse. Généralement, les gens, en fait, ils vont toujours faire des appels différents pour des adresses pardon, différentes. Donc là, du coup, je pense que ça vaut moyennement le coup, quoi. D'accord. Alors qu'en fait, c'est une information qui change pas régulièrement, tu vois. Ok. Mais voilà. Du coup, c'est vraiment en fonction des usages, en fait, qu'on va adapter ça. Ok. Voilà, création de l'architecture d'une API, je ne pense pas que ça fasse partie des tâches d'un PM. Je pense que ça, c'est vraiment 100% dev. Je pense que ça sert pas à grand-chose de s'impliquer là-dedans. Les API, c'est une solution viable à court terme, moyen ou long terme. Je pense que c'est viable pour les trois. En fait, par rapport à ce que je disais sur la partie business de tout à l'heure, en fait, si votre entreprise manipule des données qui font que vous avez que vous avez un traitement de données qui fait que vous avez vraiment une forte valeur ajoutée et que du coup c'est quelque chose, une expertise qui est pas trouvable ailleurs, bah ouais, en fait, généralement vous allez faire in-house parce que c'est ça du coup qui vaut de l'argent. Alors que du coup, ouais, par exemple, tu vois, donc je reprends Oceanfly, mais ça pourrait être aussi donc Explora Project. Franchement, ça sert à rien de faire son CRM in-house parce que du coup, il y a des CRM, il y en a des très très bien qui coûtent pas trop cher, qui sont dispo. Et du coup, ben là, c'est vachement plus moins coûteux déjà en termes de temps de dev, mais aussi à l'utilisation globale, d'aller se brancher sur l'API de ce genre de service qui ont cette forte valeur ajoutée, cette expertise que vous n'avez pas, pour que vous puissiez vous concentrer sur quelque chose ben, qui vaut le coup d'être fait in-house, quoi. Voilà. Ok, ça a répondu à ta question, Valentin? Cool. Yes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les API? J'ai Est-ce l'impression qu'on que, a répondu à toutes celles qui étaient notées, mais ouais, est-ce que les devs qui sont en passe de devenir PM ont appris des choses et est-ce que ça leur semble bien ce que j'ai raconté? Est-ce que dans les blockchains, on utilise des API? Waouh. Alors, je connais absolument rien à la blockchain, mais mon gut feeling me dit que non. Et si on utilise des API, par exemple, je sais pas moi, je connais plus, mais le site de portefeuille de blockchain, en gros, en fait, j'imagine qu'ils vont suivre des cours COURS de crypto-monnaie. Potentiellement, je sais pas, ils vont exposer une API parce que du coup, ils ont des partenaires ou parce qu'ils en ont besoin pour leur propre site. Mais sinon, je vois pas ce que des API viennent faire dans les blockchains, quoi. c'est déjà assez compliqué comme ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, même sur les autres aspects de Temin ou d'autres choses dont on a parlé au début du webinaire. N'hésitez pas. Je vois que certains sont en train de taper. J'ai appris beaucoup. Cool, trop bien. Génial. Bah écoutez, d'ailleurs, si vous voulez nous dire un petit peu, nous donner une note de 0 à 5 sur l'échange qu'on a eu sur ce webinaire. 0, c'est que vous n'avez rien appris et 5, c'est que vous avez appris ce que vous étiez venu chercher sur les API pour qu'on se rende compte un petit peu. Vous pouvez le mettre dans le chat. Je vous laisse noter. Je me suis permise de mettre ton LinkedIn au début de la conversation, Camille. Ouais, ouais, avec plaisir. 4 de Pascal, cool. On peut créer un business model en plus de concevoir un produit. Absolument.
Ah, des petites questions Ah, des sur infos sur Why. Why. Ouais, carrément. Du coup, ouais, donc Why, on a créé ça en gros pendant le premier confinement. On avait plein de temps libre et du coup, on se disait, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider en tant que PM? Parce qu'on voyait des gens qui étaient infirmiers, docteurs, etc., qui pouvaient aider. Nous, on ne servait à rien. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour filer un coup de main? Et donc, on voyait des initiatives comme Tech for Good, Data for Good. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, il manque un équivalent en produit, quoi. Et du coup, on l'a pas appelé Product for Good parce que, je sais pas, on n'était pas inspiré. On a appelé ça Why parce qu'on pose beaucoup de questions. Voilà, et du coup, donc la communauté a pas mal grossi. Pour l'instant, on a arrêté d'accueillir des nouveaux PM parce qu'en fait, c'est un peu un problème de marketplace dans le sens que du coup, donc d'un côté, il y a des PM qui ont envie de donner de leur temps et de l'autre côté, du coup, il y a des porteurs de projets qui ont besoin d'un coup de main. Et en fait, le truc, c'est que donc là, on a pas mal de PM qui ont de la bande passante pour donner de leur temps. Mais par contre, là, en ce moment, on a moyennement de projets. Donc en fait, il faut vraiment qu'on bosse sur cette problématique-là. Donc comment on gagne en visibilité, comment on arrive à bosser avec plus de porteurs de projets et potentiellement plus sur le long terme. Voilà, donc du coup, on essaye d'avancer là-dessus avant de refaire grossir la communauté. Mais s'il y en a qui sont intéressés par cette problématique-là, c'est avec plaisir. Voilà, vous pouvez échanger avec moi. Donc, vous avez mon LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter, on peut discuter et voilà. Tu peux nous donner des exemples de projets, Ouais, des projets sur lesquels vous bossez? ouais, carrément. Ben, je sais pas, par exemple, il y a des personnes qui ont bossé sur une plateforme pour, en gros, répondre à la problématique des vélos qui sont volés ou détériorés euh, quand ils sont accrochés. Ouais. Et du coup, on a un peu bossé avec eux pour essayer de les faire avancer sur la partie numérique. Pareil avec des personnes qui bossent, donc c'est plutôt un service B2B dans le domaine du textile durable, qui ont identifié plein de problématiques métiers, mais qui ne savaient pas trop comment faire communiquer ces gens entre eux. Des créateurs, mais aussi de l'autre côté des gens qui ont du textile qui est durable. Et voilà, donc du coup, on a bossé notamment sur la partie user research en fait. D'accord. Voilà, et il y en a quelques-uns qui ont déjà vachement avancé sur leurs produits, voire leur business, et qui du coup ont besoin de passer à l'étape supérieure, donc roadmap, gestion des requests, etc., quoi. Ok. Bon, Trop voilà, cool. Gloria, je suis désolé si ça reste un peu flou. Euh, si tu veux, tu peux m'écrire pour qu'on voit comment on peut essayer de clarifier ça. Alors, est-ce que c'est du mentorat? Oui, c'est plutôt du mentorat. L'idée, c'est pas juste de venir, de faire des tâches opérationnelles de product et ensuite qu'ils aient rien appris. L'idée, c'est plutôt qu'en fait, ils comprennent ce que c'est le rôle de product manager, qu'ils voient comment ils peuvent appliquer ça dans leur quotidien. Et dans quelques cas, ça a pu aboutir à la création de postes. Voilà. Cool. Ok, donc ouais, il y avait encore un peu des questions sur la séparation rôle PM-Dev. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, ça a l'air de beaucoup dépendre des Mm. équipes. Et puis c'est surtout un travail un peu d'intervention là où t'es bon, quoi. Quand tu sais C'est pas, exactement tu demandes à ça. ton tel. Non, Ok. c'est exactement ça. Franchement, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça sert à rien de mettre les mains dans le cambouis juste pour montrer que vous savez faire. Mm. Il y a des gens qui savent très très bien faire, c'est leur métier. Par contre, en fait, ça vaut le coup d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir en discuter et que quand ils vous parlent de ça, ce soit clair pour vous, quoi. Mm. Ok, trop cool. Bah écoutez, merci beaucoup Témine pour ce webinaire aussi. C'était trop cool. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je vais vous partager le lien vers le prochain webinaire de la semaine prochaine et je vais pardon.
Je me suis emmêlée. Je vais vous envoyer, je poste le replay au plus vite pour ceux qui veulent le revisionner. Et puis, je vous enverrai un petit email de récap pour dire un petit peu ce qu'on s'est dit. Mais voilà, merci beaucoup à tous de vous être connectés. Et à la semaine pro, j'espère. Et merci beaucoup, Témine. Ouais, merci Flavie pour l'invitation.